Il est avec nous en studio, Christian Dubé, ministre de la Santé. Monsieur le ministre, bienvenue. Bonjour. Bien, c'est une première pour la commission. Ben oui. Puis on vous accueille au moment où Luc Ferrandez n'est pas avec nous en studio. Vous m'excuserez. Fred Labelle, co-animateur que vous connaissez bien. Ben oui, ben oui. Monsieur Dubé, merci d'avoir... C'est des voix que je connais, mais je pense Oui. qu'on s'est Pas le visage, déjà- non, voilà. exactement. Voilà. Bien, Monsieur Dubé, vous avez de très grosses journées depuis que cette loi a été adoptée. Votre loi, elle fait l'objet de beaucoup de critiques. Chez les médecins, c'est la consternation. Ils sont des milliers sous le choc, en colère, déçus, en deuil. Ils étaient plusieurs centaines à vous accueillir à la maison de Radio-Canada hier soir. Est-ce que vous pouvez admettre ce midi que vous êtes allé trop loin? Ah, pas du tout. Non. Peut-être, moi, je suis très content de vous voir. Je pense que c'est la première fois, comme vous Oui, dites. Puis oui. je suis content parce que le matin, il faut que j'aille quand même quelques cafés quand je viens voir soit M. Lagacé ou... et là, ben, j'ai déjà un peu une partie de la journée derrière moi. Alors, je suis très content d'être à votre commission. Je veux juste faire un petit peu la genèse des derniers mois pour que les gens comprennent. Mais ça, on la connaît, la genèse. En fait, votre objectif comme ministre, comme gouvernement, c'est d'améliorer l'accès des Québécois à un vous souhaitez qu'1,5 million de Québécois aient accès à un médecin, que les chirurgies se fassent plus rapidement. Mais les médecins aujourd'hui sont en colère. Je comprends que vous refusez de faire une admission. Mais est-ce que vous avez un message pour les médecins ce midi? M. Rodriguez a dit en fin de semaine, il a dit aux médecins, ne quittez pas le Québec. Est-ce que vous joignez votre voix à Pablo Rodriguez et vous demandez aux médecins du Québec aujourd'hui de ne pas quitter le Québec? Ça, c'est certain. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans tout grand changement, puis ça, c'en est un très, très gros, puis je vais expliquer c'est quoi le changement. C'est normal qu'il y ait cette réaction-là des fois qu'on a un deuil, des fois qu'on a quelqu'un qui part dans notre vie, une séparation. Là, on demande un changement majeur aux médecins. Puis ça va répondre à votre question. C'est une révolution que vous proposez, là. Bien, je pense que c'est une évolution de la prise en charge. Et je m'explique. Depuis des années, les médecins sont des travailleurs autonomes. Et leur premier choix, c'est de choisir leur clientèle. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous disiez tout à l'heure, oui, on le sait, c'est quoi votre vision, il y a 1,5 million de Québécois qui n'ont pas de médecin, on ne peut pas obliger un médecin à dire tu vas prendre telle clientèle. Et ça, c'est quelque chose qui était peut-être moins grave il y a plusieurs années, mais avec le phénomène du vieillissement de la population qui entraîne des maladies chroniques, on ne peut pas laisser 1,5 million de patients qui n'ont pas de médecin. Encore plus, 200 000 personnes de ces patients-là qui ont des maladies chroniques. Qui sont vulnérables. Donc, si on n'est pas capable d'accepter ça, là, moi je dis comme ministre de la Santé, mais comme société, il faut faire un changement dans la façon dont on fait la prise en charge. Mais on peut faire des changements sans qu'ils soient drastiques. Vous auriez pu, par exemple, privilégier une approche par étapes. Bien, c'est ce qu'on fait. Alors, entre le projet, et c'est pour ça tantôt je voulais vous faire une petite genèse, entre le projet de loi tel qu'il a été présenté, le fameux PL 106 qui a été présenté en mai, et le projet de loi 106 qui a été incorporé dans la loi spéciale de samedi, Qu'on appelle la loi 2 maintenant. qu'on appelle la loi 2, il y a eu beaucoup de changements. Parce qu'on a écouté les gens. Je me souviens, moi, le premier... Vous avez écouté les gens, c'est-à-dire les médecins, les fédérations de Oui, médecins? les fédérations. On a eu un processus de négociation, on a eu un processus de médiation, il y a eu une commission parlementaire. Moi, cet été, je me suis promené puis j'ai écouté les différents gens, j'ai écouté la population. Et le résumé de ça, après avoir parlé avec le premier ministre, j'ai dit, il faut trouver l'équilibre entre arriver à cet objectif ultime-là, cette vision-là d'avoir tous les Québécois qui soient pris en charge. Mais dans la réalité d'aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment on peut le faire de façon graduelle? Fait qu'on est parti avec des objectifs. Là, c'est ce qu'on appelle nos cibles. Et on les a mis de façon graduelle. Fait qu'un exemple, on a dit la priorité, c'est d'aller chercher les gens qui sont chroniques, des maladies chroniques. Oui. Et ça, on s'est dit, ça va être dans nos 6 premiers mois, par exemple. Bon, soyons concrets, OK, pour les gens qui sont à l'écoute. Vous dites 1,5 million de Québécois qui n'ont pas accès à un médecin de famille. Quelque part en juin 2026, vous allez être inscrit sur une liste. OK? Oui. Et les maladies chroniques, ce qu'on demande, là, c'est que les 200 000 dont on parle soient eux autres inscrits ou, on va dire, affiliés à une GMF. C'est quel est le délai que vous demandez, vous imposez aux médecins? C'est les premiers 6 mois de 2026. OK. Alors donc, au lieu de dire qu'on veut
toute une inscription pour le 1,5 million. Qu'est-ce qui est urgent? C'est ceux qui ont une maladie chronique, parce que c'est eux, principalement, qui vont aux urgences et qui engorgent les urgences pour les mauvaises raisons. Mais qui va décider qu'une personne est vulnérable? Qui va... Je pense à la personne âgée qui est chez elle, qui n'a pas de médecin de famille, puis qui a plusieurs problèmes de santé. Qui va l'appeler pour lui dire « Ah, ben là, vous êtes inscrit sur une liste. » L'avantage qu'on a maintenant avec Santé Québec, on a changé un autre projet de loi qu'on a fait qui s'appelait le projet de loi 15. Vous vous souvenez de ça? C'était gros, ça aussi, comme changement. Et dans ça, on a dit, puis ça, à mon sens, c'est un des gros changements, on a dit nos directeurs médicaux dans tous les établissements du Québec, dans nos CIS puis nos CIUS, là, les gens connaissent l'expression, le directeur médical va avoir la responsabilité d'identifier ceux qui n'en ont pas de médecin de famille. Ça devient la responsabilité d'un directeur médical qui dit « Avant, j'essayais de faire mon possible, d'en inscrire le plus possible, mais là, c'est pas mon possible. Je veux savoir lesquels ne sont pas inscrits et se retourner de bord face aux médecins et de dire maintenant, voici les personnes par région qui ne sont pas... C'est ça le gros changement. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas que les médecins n'ont pas fait d'efforts, mais là, on dit, il n'est pas normal, il n'est pas acceptable comme société que des gens qui ont besoin de voir le médecin ne puissent pas au moins avoir un lieu de référence. Mais ça, vous le dites souvent que ce n'est pas acceptable comme société. Je pense qu'on comprend tous ça. Mais moi, je me demande comment vous allez pouvoir compter sur des médecins, ils sont plus de 20 000 au Québec, ce sont vos principaux alliés pour améliorer l'accès. Comment vous allez pouvoir compter sur eux, sachant qu'ils sont à ce point démotivés? Bon. Dans tout changement, puis c'est là que je m'en allais tout à l'heure, dans tout changement, il y a une réaction. Il y a 4 étapes. Hein? Il y a le déni. Le déni, on l'a eu au mois de mai quand on a présenté PL 106. La deuxième étape, c'est la rage. La rage, on la voit là, depuis le projet de loi. OK? Après ça, il y a de combattre. Les fédérations vont aller voir les juges. Elles vont même contester. Ils vont contester la loi. Le projet de loi. Puis si, pendant ce temps-là, nous, comme gouvernement, on explique bien les choses. Puis moi, c'est ça que je suis en train de faire en ce moment avec mes collègues, avec les gens de Santé Québec, avec la RAMQ, c'est d'expliquer le projet de loi. Je suis conscient de ce gros changement-là qu'on demande, mais je pense que bien l'expliquer, je pourrais peut-être pas convaincre tous les médecins, mais déjà, demain, je vais préparer un vrai ou faux. Je vais avoir un webinaire dans quelques jours qui va venir spécifiquement parler aux gens des GMF, spécifiquement parler aux journalistes qui ont demandé un deuxième briefing parce que c'est complexe. Alors donc, je comprends tout ça. Mais ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que je n'ai pas d'autre choix que de dire ça, là, cette vision-là qu'on a, elle est non négociable. Puis c'est de bien l'expliquer au cours des prochains jours, prochaines semaines. Voilà. Vous avez dit que c'est la seule façon d'améliorer le système de santé. Puis je dois vous l'accorder, vous faites quelque chose que personne n'a fait jusqu'ici. Vous avez par contre cultivé dans les dernières semaines, derniers mois, un vocabulaire, un lexique de ligne un peu belliqueux, très critique à l'endroit des médecins. Vous semblez confiant. Si ça ne marche pas, ça va être la faute de qui? Bon. Avant de dire c'est la faute de qui, je me suis excusé sur le langage qui a été tenu au début. Je suis d'accord. Parce que lorsqu'on a commencé à parler de ça sérieusement, là, parce qu'il faut quand même dire que ça fait 2 ans que les conventions sont échues avec les médecins, et même plus. Le fait de dire que certains médecins, pas tous les médecins, mais on disait certains médecins ne travaillaient pas assez fort, c'était une erreur de notre part. Puis je l'ai dit. Je l'ai dit parce que c'est pas... La grande majorité des médecins travaillent très fort. Ce que je pense qu'il a fallu expliquer, puis moi, j'ai pris conscience de ça en étant sur le terrain cet été, c'est qu'il y a une différence entre travailler plus fort ou travailler différemment. On doit accepter maintenant dans notre société que des gens, pour toutes sortes de raisons, conciliation, travail, famille, appelez ça comme vous voulez, qui disent, ben moi, c'est 3 jours par semaine que je peux donner parce que c'est moi qui doit m'occuper, par exemple, de la famille ou d'un proche aidant. Vous me suivez? C'est être un proche aidant. Et ça, moi, je l'ai compris en ayant ces discussions-là. Puis maintenant, quand je dis, c'est pas de travailler plus fort, on peut-tu travailler différemment? Et parce là, que vous reprochez les médecins, c'est de ne pas, par exemple, tenir compte du fait qu'ils enseignent ou qu'ils travaillent en hôpital, en CHSLD. C'est ce qu'ils vous reprochent. Puis ce qu'ils vous reprochent également, c'est de mettre en place des conditions qui vont conduire une médecine
fast-food, comme on l'appelle. Là. OK. Donc, ce qui est important, c'est de voir le maximum de patients dans une journée. Et Mme Normando, c'est tout On à fait le privilégie la contraire. quantité plutôt que la qualité. Bon, C'est le contraire? Mais c'est le contraire qu'on demande. Puis c'est pour ça qu'il faut que je l'explique. Quand vous me posez cette question-là, je vous donne l'exemple. Avant les changements qu'on fait, là, combien de fois vous avez entendu le problème de dire, écoute, j'ai fini par avoir un médecin parce que j'avais le gap. On a mis le gap. Mais Qui je peux était pas quand le même... voir. Mais je peux pas le voir. Ou quand je le vois, il me dit, non, juste un bobo. Exact. Tu reviens là, je vais te prendre un autre. C'est encore le cas aujourd'hui, Ben Monsieur oui. le ministre. Les auditeurs nous écrivent. Je suis inscrit, mais ça fait 5 ans que j'ai pas vu Et personne. voilà. Alors donc, le grand changement, c'est que cette personne-là qui finalement vient d'avoir un médecin de famille, le médecin n'est pas disponible, pas parce qu'il ne veut pas, mais on n'en a pas assez pour faire le tour des 9 millions de Québécois maintenant. Alors, Oui, il manque 2000 médecins de famille au Québec. Bien, qu'il en manque 500, qu'il en manque 2000, il en manque. OK? Mais ça fait une différence qu'il en manque 2000 ou 500. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut, quand je dis travailler différemment, Oui. c'est là que il faut aussi comprendre qu'on a travaillé sur d'autres choses pendant des années. On a maintenant des IPS qui peuvent prendre en charge. Ça, il a fallu changer la loi pour faire ça. Il y a eu beaucoup de changements Les qu'on a infirmières fait. praticiennes spécialisées. On a fait des projets de loi pour enlever de la paperasse aux médecins. Ça a l'air de rien, mais les billets de médecins pour l'école, là, les billets de médecins pour les assurances, on parle de 700 000 rendez-vous qui ne sont plus nécessaires pour les médecins de famille. Ils peuvent faire d'autres choses. Et je reviens, avec les enjeux de nouvelle qualité de vie, conciliation de travail-famille, moi, j'accepte qu'un jeune ou une jeune médecin dise, moi, c'est 3 jours semaine que je peux donner. Et l'erreur qu'on faisait au début, de dire, bien, pourquoi vous ne travaillez pas 5 jours, ça serait plus facile. Et c'est là qu'on s'est dit, comment on peut faire pour présenter quelque chose graduel au cours des 2 prochaines années qui va faire qu'ils vont le prendre en groupe. Et le collectif, ça, voilà. le mot, j'y arrive, le gros changement, c'est le collectif. Alors, si vous êtes capable de dire, j'ai une GMF, un groupe de médecine familiale, qui a 10 médecins, moi, j'accepte très bien qu'il y en ait 3 ou 4 qui disent, moi, c'est 3 jours que j'offre. Mais est-ce qu'on peut, ensemble, les 10 médecins, mieux s'organiser pour qu'il y ait des rendez-vous de soir, de fin de semaine, et que ces 10-là contribuent ensemble de façon collective et de dire, bien, quand j'ai un problème, quand je pars en vacances, bien, c'est l'équipe qui fournit la disponibilité et non un médecin qui a toujours cette pression-là sur les épaules. Parlons des blocs opératoires, le temps file, les blocs opératoires... Plus pour les spécialistes oui, maintenant. Tout Là, à on parlait fait, des médecins de absolument, famille. tout Ouais. à fait. Alors, il y a une difficulté d'avoir des infirmières après 15 heures, après 16 heures. Il y a une pénurie de perfusionnistes, d'inhalothérapeutes. Est-ce que vous demandez aux spécialistes, aux médecins spécialistes, aux chirurgiens des miracles? Parce que clairement, ils ont besoin davantage d'outils. Ils ne les ont pas. Alors, comment cette loi-là va faire en sorte qu'on va opérer davantage? Le département des miracles est fermé. Alors, donc, il faut trouver des solutions. On s'est engagé, puis ça, je pense que les médecins là-dessus ils ont absolument raison. Durant l'été, ils disaient, c'est beau, M. Dubé, vous nous demandez ça, mais êtes-vous prêt à vous engager, à nous donner des moyens additionnels? La chance que j'ai maintenant, avec la mise en place de Santé Québec maintenant depuis à peu près 1 an, on a fait le tour là, de nos salles d'opération. Puis on a dit, c'est pas... Il y a 150 salles fermées à tous les jours ça, au Québec. Mais, savez-vous, on est revenu au même nombre de salles d'opération qu'on avait pré-pandémie. Déjà, là, on a rattrapé tout ce qu'on avait perdu parce qu'on a ramené des infirmières, entre autres des agences. Ça en fait des choses qu'on a fait pour rechanger la situation. Maintenant qu'on est rendu à ce niveau-là, c'est pas tellement le nombre de salles, c'est le nombre d'heures qui sont disponibles. Ça veut dire, est-ce qu'elle ferme à 2 heures la salle parce qu'il manque d'infirmières? Et nous, on a pris l'engagement, parce que c'est ça que les médecins nous demandaient cet été. On est peut-être prêt à considérer des cibles, mais donnez-nous un engagement qu'on va avoir plus d'heures d'opération, parce qu'un spécialiste, il est payé au nombre d'opérations qu'il fait. Alors, comment la loi que vous avez adoptée va permettre d'opérer, de faire plus d'opérations? Clairement, on a mis des sommes supplémentaires. Alors, dans la dernière offre qui a été publiée là, il y a quelques jours, on l'a mis par écrit, l'engagement qu'on faisait de 400 millions, c'est beaucoup d'argent, là, sur les prochaines années pour opérer plus, pour avoir plus de salles d'opération. J'aimerais qu'on parle des amendes aux voix discordantes. Ça fait beaucoup jaser. Il y a des gens qui se sentent très interpellés par ça. Finalement, est-ce qu'on va chercher des stools un peu partout dans le réseau? Je suis content que vous posiez la question, parce que
C'est tellement pas l'objectif. Il y a deux choses. Moi, j'ai deux objectifs que j'ai pas. C'est drôle de dire ça. Le premier objectif que j'ai pas, c'est que je veux payer 15 %. Je veux pas avoir de pénalité sur des atteintes, sur les non-atteintes des objectifs. Donc, que les médecins soient payés à 100 %. Moi, je veux qu'ils soient payés à 100 %. Le premier 15 sur le 15 puis je vais répondre aux amendes après, vous allez me voir venir. Sur le 15 là, il y en a un 5 qui est retourné. C'est 10 qui est lié aux cibles. Ça, c'est mon objectif que 3 mois plus tard, on leur rembourse le prélèvement qui a été fait parce qu'on a mis les objectifs beaucoup plus réalistes. Fait que prenons là, comme objectif que moi, je n'ai pas fait ça pour baisser leurs revenus. J'ai fait ça pour qu'on ait un lien avec les cibles. Maintenant, les sanctions. Les sanctions dans tout projet de loi spécial, soyons clairs là-dessus, parce qu'il y en a eu d'autres qui ont fait des lois spéciales avant moi, là. Il y a toujours ces mécanismes-là de protection pour dire si ça va mal puis que ça dérape. Dans le cas de la santé, c'est encore plus important parce que si tu perds des services, tu perds des patients. Tu vas avoir une grève dans la construction, mais tu as des maisons qui ne se construisent pas. Mais là, s'il y a des gens qui ne rentrent pas, moi, j'ai des patients qui vont souffrir, là. Alors, ce que j'ai dit, c'est que la fameuse police là, qui va surveiller, moi, j'ai dit non, je l'ai mis dans la loi, mais pas applicable en ce moment. Pour avoir le droit de m'en servir, il faudrait vraiment que j'ai une baisse de service. Alors, donc, je veux juste vous dire, je ne veux pas m'en servir. OK. Est prévu dans la loi. Est prévu dans la loi, un peu comme M. Barrette avait fait, des fois, il avait dit, je passe une loi, mais elle sera appliquée selon telle condition. Est-ce que vous aurez besoin d'un règlement pour la faire appliquer ou pas? Oui, c'est ça. Alors, donc, je veux juste rassurer tout le monde. Mon objectif, là, 1, c'est de payer le 15 %, puis 2, c'est pas d'avoir de sanctions. Continuons sur la rémunération des médecins, parce qu'il y a des médecins qui nous écrivent, un omnipraticien. Demandez donc au Dr Dubé comment se fait-il que moi, je devrais composer qu'une diminution de 50 % de ma rémunération. Ça revient constamment auprès de la part des médecins. J'aimerais ça être docteur, mais je ne le suis pas. Je trouve ça gentil. Vous êtes ministre, c'est bien assez. Oui, c'est assez. Puis je ne serais sûrement pas un bon médecin. Il y en a qui sont bien meilleurs que moi. Mais à la question sur les taux, il y a des gens qui disent qu'ils baissent de 20, de 30, de 50. Laissez-moi expliquer 3 composantes. Parce que c'est important, là. Il y a des médecins qui nous écoutent. Premièrement, il y a le 15 % Je viens de l'expliquer. Mon objectif, c'est qu'ils soient repayés dans les 3 mois qui suivent. OK, on s'entend donc. Pourquoi 3 mois? Parce que dans la loi, ils sont évalués à tous les 3 mois. Bien, en fait, nos cibles, on les a mis tellement réalistes que si c'est celle qui commence le 1er janvier, on arrive au 31 mars, la RAMQ regarde ça, puis elle dit, c'est correct, on vous renvoie votre chèque. Le 15 % il a été retenu uniquement pendant 3 mois, on se comprend? Puis après ça, bien, ça va rouler à tous les 3 mois. Donc, mettons celui-là de côté. Je pense que ce qui dérange le plus les médecins, puis c'est ça que j'ai besoin d'expliquer, c'est surtout dans les GMF, c'est qu'avant, avant le changement de la loi, on donnait aux médecins, aux omnis, 30 % pour être capable de payer leurs frais de GMF. Il y a des médecins, pas la plupart, mais une portion importante, qui gardaient une partie de ce 30 % là, qu'ils ne payaient pas au GMF. Et là, le problème que ça cause que la GMF se revient vers nous et dire, nous, on n'a pas les moyens d'engager des infirmières. On n'a pas les moyens d'avoir le personnel administratif. Donc, vous empêchez cette possibilité-là. Bien, nous, ce qu'on dit, c'est que ce même 300 millions-là, c'est beaucoup d'argent, là, ce même 300 millions-là, oui, on va l'enlever aux médecins, mais on va le donner directement au GMF. C'est sûr que ceux qui donnaient leurs 30 % ça ne change rien pour eux. Ceux qui en gardaient une partie, bien là, il faut qu'ils s'organisent autrement. Et le dernier point, le troisième élément que vous avez beaucoup entendu dans les 24 dernières heures, il y a des suppléments qui étaient payés qu'on a dit si on veut les rediscuter. Je vous donne un exemple. Un spécialiste, quand on réfère à lui par un médecin de famille, il y a une prime supplémentaire. Quand c'est un physio qui l'appelle, il n'y a pas de prime. On s'est dit, pourquoi on met quelqu'un de plus dans le giron alors qu'on pourrait référer directement aux spécialistes. Alors, on est en train de se dire, vu qu'on n'a pas tout réglé, ces questions-là, on va se donner jusqu'à la date d'application, donc le 1er janvier, pour régler ça. Moi, je trouve ça a l'air très... L'objectif est noble, sauf que
votre premier ministre disait on va s'attaquer à la bureaucratie. J'ai l'impression qu'on va créer une bureaucratie médicale avec ce projet de loi. Mais je sais que vous allez répondre non. Il faut absolument, M. Dubé, parler parce que le temps file vraiment. C'est extraordinaire, vos explications, mais en même temps, on a tellement de questions. La question, je reviens aux pénalités liées au fait d'encourager des médecins à quitter le Québec. OK? Ça, ça se discute depuis samedi, depuis que le projet de loi est adopté. Alors, est-il vrai que Frédéric, moi, si sur les réseaux sociaux, on invite les médecins à quitter, Gaétan Barrette a dit la même chose, là, fuyez. Est-ce que Gaétan Barrette pourrait recevoir une pénalité parce qu'il a osé suggérer aux médecins de quitter le Québec? Non, je pense pas que c'est ça qui va faire une baisse des services. Non, mais est-ce que c'est prévu dans la loi, ça? Non. OK. Il faut, comme je vous dis, là, pour que ce genre de pénalité individuelle, on ne parle pas d'une action concertée d'une GMF qui ferme puis qui dit « nous, on ferme la shop », là. Ça, c'est une action concertée d'un certain nombre de médecins. C'est pas de ça qu'on parle ici, là. Hier soir, il y avait une manifestation devant Radio-Canada. Il y avait des médecins, mais il y avait beaucoup de personnes. Pensez-vous qu'on va aller faire des pénalités à ces gens-là? Pas du tout. Ça n'a pas affecté les services. Il faut avoir une preuve de jugement. Et dans ce jugement-là, c'est pour ça que je vous dis, on s'est appuyé sur des clauses légales qu'il y a eu dans bien d'autres lois spéciales. Mais un chroniqueur, par exemple, qui inviterait sur les réseaux sociaux les médecins à quitter le Québec, est-ce qu'il pourrait faire l'objet d'une poursuite contre le gouvernement? C'est pas du tout l'intention de la loi. C'est pas du tout l'intention de la loi. On est beaucoup plus dans des gens qui pourraient, par exemple, dire « Bien, écoutez, nous autres, on veut fermer, puis on ferme pendant un certain temps. » Ça a un impact sur les services. Mais je veux juste vous dire, je pense qu'on n'est pas fou à temps plein. Là. Ce qu'on veut, c'est s'assurer que ça ne dérape pas, puis que ça ne dérape pas au détriment des patients. Moi, c'est juste ça ma priorité. Martin Forgue, ça vous dit quelque chose? Ben oui. Ce fonctionnaire, ce haut fonctionnaire qui a été remercié, on lui a montré la porte avec le docteur Emmanuel Briton. On l'a reçu en entrevue la semaine passée. Est-ce que c'est vous qui avez exigé qu'il quitte le ministère? Pas du tout. Moi, je l'ai appris comme tout le monde. Je veux juste qu'on soit prudent. Premièrement, M. Forgue, moi, je l'appréciais beaucoup. On a travaillé ensemble, justement, pour le GAP. Mais il est encore à l'emploi de Santé Québec. Mais il est chez lui à rien faire depuis le 20 juin dernier. Attendez, là. Ce monsieur-là, il est sur un prêt de service. Un prêt de service, là, il est retourné à son CIS et à son CIUS. Il était en fin de contrat. OK? Vous savez comment ça fonctionne. Il y a des gens qui sont permanents, puis il y a des gens qui sont à contrat de service. J'aimerais ça, pas en dire plus que ça, mais votre question, j'ai répondu clairement. Est-ce que c'est moi qui ai été mêlé à ça? Pas du tout. Est-ce qu'il va être embauché par Santé Québec? Il est déjà à l'emploi. Étant dans un CIS ou dans un CIUS, je pense que... je ne me souviens pas c'est lequel. Il est à l'emploi de Santé Québec. Parce que lui nous a dit, la loi spéciale, il y avait des projets pilotes qui étaient prêts là, pour améliorer l'accès des patients. Ouais. On ne sait pas ce qui s'est passé. Maintenant, on nous est arrivé avec la loi 106, le projet de loi 106. Ouais. La loi spéciale, d'ailleurs, c'est votre idée ou celle de M. Legault? Bien, écoutez, moi, je vais prendre mes responsabilités pour être très clair. Ça fait 2 ans là, qu'il y a des négociations. À un moment donné, moi, j'ai la responsabilité que les Québécois soient servis. Quand, à un moment donné, on a essayé la négo, on a essayé la médiation, puis j'ai encore des gens qui attendent, à un moment donné. Mais M. Legault, vous mettez de la pression, M. Dubé. Moi, j'ai de la pression tous les jours, pas juste du premier ministre. On a l'impression que M. Legault veut passer à l'histoire avec la loi spéciale, parce que vous faites ce qu'aucun gouvernement n'a fait avant vous aujourd'hui. Bien, c'est ça, avoir eu un courage. Vous savez, c'est quoi du courage politique? Vous en avez, là? Vous en avez eu? Moi, je pense que c'est ça. Je pense pas qu'on fait de la politique. On a un courage politique. Et dans ce sens-là, je pense qu'on fait la bonne chose pour les patients. Merci beaucoup, Christian Dubé, pour cette longue entrevue.